Il y a un petit nouveau dans la famille Raspberry Pi, le Pico, et je vais en faire la découverte avec vous aujourd'hui. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! En janvier dernier, la fondation Raspberry Pi, vous allez m'entendre prononcer les deux sans distinction tout au long de la vidéo. La fondation Raspberry Pi a lancé un nouveau produit, le Raspberry Pi Pico, vendu à environ 5 $ plus la manutention. C'est leur première plaquette utilisant un microcontrôleur. Les autres plaquettes Raspberry Pi utilisent des microprocesseurs et elles sont finalement des ordinateurs complets roulant un système d'exploitation. Cette plaquette d'entrée de gamme, Pico, vise donc plus les applications dédiées d'automatisation, de contrôle, des applications plus simples, ce que les bidouilleurs affectionnent particulièrement. Mais comme vous allez le constater, avec son microcontrôleur RP2040 de 32 bits et à 2 cœurs, le Pico est dans un autre monde comparé à l'Arduino Uno. Alors, regardons rapidement les spécifications du Raspberry Pi Pico. D'abord, la plaquette Pico contient le microcontrôleur, c'est le cœur de la machine. C'est un RP2040. C'est conçu par Raspberry Pi Foundation eux-mêmes au Royaume-Uni. Cette puce RP2040 contient un processeur ARM Cortex M0+. C'est un processeur qui a 2 cœurs et son horloge, donc sa vitesse d'exécution, peut être ajustée jusqu'à 133 MHz. Le processeur contient aussi de la mémoire statique, donc la mémoire de fonctionnement. Il y en a 264 kilo-octets, c'est intégré sur la puce. La puce contient aussi 2 UART, donc 2 ports de communication série, 2 contrôleurs de communication SPI, 2 contrôleurs I2C et 16 sorties PWM qu'on peut contrôler indépendamment. Le processeur contient aussi un contrôleur USB 1.1, même la puce, et ça, et incluant la couche physique. Et donc, ce port USB peut jouer le rôle d'hôte ou de périphérique. Quelque chose d'un peu particulier qui est inclus aussi sur le processeur, ce sont 8 blocs d'entrée-sortie qui sont programmables. Et quand je dis programmable, c'est bien avec du code source, avec du code programmé, pour leur faire des tâches de soutien au niveau des entrées-sorties pour des périphériques externes qui seraient non communs. On peut donc délester la tâche de gestion de ces périphériques moins standards à ces blocs d'entrée-sortie pour laisser au processeur le soin de faire les autres tâches. Donc, assez polyvalent comme approche. Le processeur contient aussi 26 broches d'entrée-sortie des GPIO multifonctions, dont 3 broches qui sont des entrées analogiques pour un ADC interne de 12 bits, 500 kg échantillons par seconde. Il y a des différents modes d'arrêt pour économiser, bien sûr, énergie, des modes de veille et sommeil. Le processeur contient aussi une horloge en temps réel, donc la fameuse horloge RTC, Real Time Clock. Par contre, il n'y a pas de pile interne, bien sûr. Il y a aussi une sonde de température intégrée et il y a des librairies de calcul pour faire de l'integer et du point flottant de façon plus efficace. C'est déjà inclus dans de la ROM, mémoire morte, du RP2040. Donc, ça facilite et ça accélère les calculs integer et point flottant. Sur la plaquette Raspberry Pi Pico, il y a de la mémoire flash, puisqu'il n'y en a pas dans la puce elle-même, mais il y a quand même 2 mégaoctets de mémoire flash sur la plaquette. Donc, en masse d'espace pour sauvegarder le code source. Et la méthode de programmation, c'est via le transfert USB directement. C'est déjà intégré, soit comme une clé USB, soit à travers le logiciel de développement. Vous allez voir, c'est assez facile de transférer le code à rouler. Et la plage d'alimentation de la plaquette, c'est entre 1,8 et 5,5 volts. Donc, ça donne une bonne marge d'opération. Et donc, ça soutient facilement une pile au lithium, par exemple. Et finalement, l'empreinte de la plaquette, c'est 21 mm par 51 mm. On va le voir dans quelques instants. Ça se compare à d'autres petites plaquettes.
Le microcontrôleur RP2040 est une implémentation puissante et moderne. Il y a beaucoup de fonctionnalités que je n'ai pas mentionnées jusqu'à maintenant. Lorsqu'on tente de comparer le Pico à d'autres plaquettes couramment utilisées comme le STM32 Blue Pill que vous avez déjà vu dans mes vidéos, ou même le ESP32 que j'ai aussi montré dans mes vidéos, on constate la supériorité du Pico sur le STM32 Blue Pill. Fréquence d'horloge plus rapide, double cœur, bloc d'entrée-sortie programmable, fonction intégrée pour des calculs en points flottants. Ce ne sont que quelques exemples. Mais le Pico n'est pas parfait. Par exemple, il n'y a pas de support intégré pour un bus CAN, un bus automobile. Et ces broches d'entrée-sortie ne tolèrent pas les niveaux TTL 5 volts. La plaquette Pico n'offre pas non plus de connectique réseau ou Bluetooth, ce qu'offre entre autres le ESP32 et le ESP8266. Donc, votre application dictera quelle plaquette et microcontrôleur choisir. Bon, parlant d'application, le Raspberry Pi Pico peut couramment être programmé en deux langages, le C, C++ et le Python. Ça, c'est rafraîchissant. Ça dépend pour qui, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est en Python et en fait en MicroPython que je vais faire de la programmation sur le Pico. Le MicroPython, c'est une version compacte et adaptée du Python 3 traditionnel. Il faut se le rappeler que le Python, c'est un langage interprété. Donc, on fournit le code source au processeur et il l'interprète et l'exécute. Il n'y a pas d'étape de compilation, comme par exemple dans d'autres langages évolués. Alors, ça rend le développement un peu plus rapide, mais le prix à payer, cependant, c'est que c'est plus lent à exécuter jusqu'à un certain point que du code compilé. Mais dans beaucoup d'applications et avec un processeur puissant, on n'y voit que du feu de toute façon. Une question de choix finalement. Bon, assez bavardé en face à face, allons voir de plus près le Pico et faisons-le ensuite fonctionner. Alors voici notre Raspberry Pi Pico, ses dimensions, relativement à d'autres plateformes qu'on connaît déjà, qui sont disponibles sur le marché. On réalise que c'est quand même assez petit. C'est battu par l'Arduino Nano, qui est vraiment très petit. Moins de broches et un peu plus étroit. Par contre, c'est identique en format, qui semble bien, au STM32 Blue Pill. Ah, c'est un peu plus large. Ouais, l'espacement des broches est un peu plus étroit ici que notre Raspberry Pi Pico. Mais en termes du nombre de broches, c'est la même chose. Ceci dit, lorsqu'on compare ça à un ESP32, là, il n'y a pas de comparaison. Là. Notre Pico est quand même beaucoup plus petit. Mais ça n'a rien à voir avec des dimensions d'un Arduino Uno, bien sûr, qui lui est terriblement grand, et d'un Raspberry Pi. Celui-ci, c'est la version B classique, là, donc B+. Donc, il n'y a pas de comparaison, mais bien sûr, ça, c'est un micro-ordinateur complet, alors que notre Raspberry Pi Pico, c'est un microcontrôleur. On n'est pas dans les mêmes mondes. Mais quand même, ça nous donne une idée des dimensions relatives. Quand on regarde de très près notre Raspberry Pi Pico, on s'aperçoit qu'il n'y a vraiment pas grand-chose sur cette plaquette. Il y a bien sûr notre microcontrôleur RP2040 qui fait à peu près tout. Il n'y a pas besoin de grand-chose autour pour comme périphérique là, pour le faire fonctionner. Il y a bien sûr un quartz, un cristal quartz à 12 MHz. Et bien sûr, le RP2040 a un PLL à l'interne qui prend le 12 MHz et élève la fréquence à des fréquences pouvant aller jusqu'à 133 MHz. Juste à côté du RP2040, il y a notre EEPROM Flash, donc mémoire flash série, juste à côté, 16 mégabits, donc 2 mégaoctets. Il y a aussi sur la plaquette un régulateur de tension, juste ici. Et c'est un régulateur de tension Buck Boost. Donc, si la tension est plus élevée, il va l'abaisser à 3,3. Et si elle est plus basse, aussi peu que 1,8 volts, il va l'élever à 3,3 volts. Et ça donne une très grande plage d'opération. Donc, de 1,8 à 5,5 volts, c'est très bien. Et bien sûr, on a affaire ici avec un régulateur de tension à découpage.
donc Buck Boost. Il y a aussi un bouton poussoir ici, le petit bouton blanc, qui permet d'initialiser le RP2040 dans un mode de transfert. Donc, le bootloader passe en mode différent plutôt que de charger ce qu'il y a en mémoire. Il va bien sûr s'attendre à recevoir des fichiers sur le port USB. Port USB qui est justement, c'est un connecteur micro USB. Donc, un peu fragile à mon goût par contre. Ça, c'est un défaut que je trouve. Le mini USB est beaucoup plus solide que le micro USB. Ceci dit, quand on regarde le profil de la plaquette, on comprend pourquoi ils ont pris un micro USB. C'est vraiment pas haut comme profil. Ceci dit, sur l'autre face, il n'y a aucun composant. Absolument aucun composant. Donc, on peut le souder à plat sur une plaquette. Parlant de souder à plat, vous voyez ici que les différents contacts peuvent recevoir soit un connecteur en rangée, soit que la plaquette peut être soudée directement sur une autre plaquette PCB avec ces demi-trous plaqués métallisés. Donc, en anglais, on appelle ça des castellations. Je ne sais pas si le mot castellation existe en français. Il faudrait que j'y fasse une recherche. Mais bon, c'est facile à ce moment-là de souder chacun des contacts sur une autre plaquette. Et puisqu'il n'y a pas de composants, on peut le faire direct à plat. Ceci dit, un autre petit défaut que je lui trouve à cette plaquette, c'est que les inscriptions pour chacun des contacts, les inscriptions sont sur la face inférieure. Et normalement, on va utiliser la face supérieure à l'air libre vers le haut. Et donc, on ne peut pas voir les inscriptions lorsqu'on fait du débogage, lorsqu'on fait de la conception, nos premiers essais sur une plaquette sans soudure. On ne voit pas les noms des contacts. On veut absolument mettre cette face vers le haut puisqu'on veut avoir accès au bouton. Donc, ça, c'est une petite faiblesse à mon goût, je trouve, personnellement. J'aurais aimé, peut-être qu'à l'impossible, nul n'est tenu, mais moi, j'aurais aimé pouvoir avoir des inscriptions sur le dessus ici. Alors, il va falloir compter nos broches bien sagement pour être certain qu'on ne se trompe pas lorsqu'on fait nos branchements ou lorsqu'on mesure avec une sonde. Il y a aussi un port de débogage. Ici, qui est constitué de 3 signaux, mais je ne crois pas qu'en temps normal, on a besoin d'utiliser ce port. C'est vraiment dans des cas plus extrêmes, là, où on a des problèmes et on veut faire un debug du soft sur le Raspberry Pi Pico. Sinon, je vois un petit transistor. En fait, c'est des diodes. C'est une diode double qui permet de diriger la tension d'alimentation, soit venant du port USB, soit venant du régulateur. Donc, c'est pour sélectionner quelle est la source d'alimentation. Alors, c'est essentiellement ça, sinon un petit peu de filtrage, bien sûr, mais et à part une autre petite diode ici en entrée. Mais sinon, là, il n'y a vraiment pas grand-chose sur cette plaquette. Fait un peu cocasse, le Raspberry Pi Pico est livré dans un ruban compatible avec des machines à assemblage, de montage en surface, sur des lignes d'assemblage modernes. Mais en termes de dimension, ça c'est la largeur du ruban, c'est incroyablement large. C'est certainement dans les rubans les plus larges que les machines peuvent soutenir. Voici un ruban pour des composants de montage en surface des condensateurs 0805. Donc ça c'est la largeur. Donc ça vous donne une idée, c'est vraiment deux mondes. Bien sûr, ce n'est pas la même machine là, qui va s'occuper des deux types de composants. Ça ici, ce sera ce qu'on appelle un chip shooter. Qui va très très vite pour placer les pièces et bien sûr il y aura plusieurs rouleaux. Dans ce cas-ci, ça va être une machine qui va avoir une précision plus élevée, probablement la même machine qui est utilisée pour poser les gros circuits intégrés, les FPGA et ainsi de suite. Mais ça vous donne quand même une idée qu'il est possible d'automatiser la pose d'une telle pièce, même compte tenu des dimensions. Alors, puisque j'ai choisi de faire de la programmation en Python sur le Raspberry Pi Pico, je dois télécharger le soutien MicroPython, donc le code firmware MicroPython sur le Raspberry Pi avant de pouvoir faire de la programmation. Et ça, c'est assez facile à accomplir. Tout ce qu'on a à faire, c'est de connecter le Raspberry Pi Pico sur notre PC tout en maintenant le bouton Boot Cell appuyé lors de la connexion du Raspberry Pi. Ce qui a pour effet de faire reconnaître le Raspberry Pi Pico
comme étant un disque, tout simplement, un disque de stockage USB, au même titre qu'une clé USB ou un disque quelconque là, USB. Et par la suite, tout ce qu'on a à faire, c'est de télécharger le petit bout de logiciel ici, directement sur le Raspberry Pi, tel quel, sans aucune modification. Et voilà ce qui est fait. Le Raspberry Pi Pico va automatiquement redémarrer et on ne le reverra plus comme étant un disque USB par la suite. Et là, on est prêt à faire du Python. Et tel que recommandé par le regroupement Raspberry Pi, je vais utiliser Tony, qui est un environnement de développement en micro-Python ou en Python même. On peut faire du Python sur un ordi avec Tony. Mais pour ce qui est du Raspberry Pi, on va utiliser Tony pour le micro-Python. C'est disponible bien sûr sous forme Windows, Mac et Linux. Donc, je vais installer la version Linux. Alors, je pourrais installer Tony tout simplement en utilisant la fameuse commande apt install dans Linux, mais par contre, il existe dans le magasin là, de logiciels, donc on n'a qu'à l'installer de façon automatisée comme ceci. Et le tour sera joué. Et si vous êtes sur Windows, bien sûr, ça sera tout simplement un fichier exécutable pour faire l'installation. Alors, je lance Tony et on m'accueille avec un choix de langage, bien sûr. Je vais prendre anglais si ça ne vous dérange pas trop, mais si vous voulez, vous pouvez choisir français, qui est en version bêta, semble-t-il. Je me suis habitué à faire du développement en anglais et vous me pardonnerez. Je présume qu'on doit choisir l'environnement Raspberry Pi ici pour lancer le logiciel. Alors, une fois rendu dans Tony, une fois le logiciel lancé, il faut réaliser que Tony est configuré pour rouler le Python qui est localisé dans votre ordinateur et non pas le micro Python sur le Raspberry Pi. Il faut donc faire des petits changements. Outre l'environnement que j'ai mis en mode de nuit, là, plus foncé, on peut aller ici dans les options au niveau de l'interpréteur et on doit choisir un interpréteur alternatif. Alors, j'ai pris ici MicroPython générique et j'ai choisi la plaquette en mode CDC sur le port USB. Lorsque j'ai lancé ceci, on m'accueille avec le message venant vraiment du Raspberry Pi Pico qui roule le RP2040. Nous voici dans l'environnement Python du Raspberry Pi Pico en temps réel. Alors, bien sûr, le Raspberry Pi Pico est toujours connecté sur l'ordi. Alors, tout ce qu'on va faire à partir de maintenant, ce sera des commandes qui sont faites sur le Raspberry Pi Pico et non pas exécutées par l'ordinateur que vous voyez présentement. Alors, c'est la beauté de la chose. On est maintenant connecté, si vous me permettez de le dire, connecté en micro Python sur le Raspberry Pi Pico. Alors, allons-y, écrivons du code maintenant. Et comme premier test, je peux écrire tout simplement mon Hello World personnel. Donc, si je fais imprimer bidouilleur salut, ça fonctionne. Il imprime à l'écran bidouilleur salut. Donc, tout fonctionne bien. Maintenant, on va écrire du vrai code dans la zone d'édition. Et comme premier code source, je vais faire clignoter la LED du Raspberry Pi Pico, tout simplement. Je prends le code qui est disponible à même le site web là, de Raspberry Pi. Donc, c'est vraiment juste ces lignes-ci que je transfère dans l'environnement Tony, bien sûr. Le code est assez simple. On importe toujours la librairie Machine, qui est vraiment un ensemble de fonctions qui sont très importantes pour accéder aux broches, accéder aux minuteries et un paquet d'autres fonctionnalités. Alors, on importe Machine. Dans ce cas-ci, on importe Pin et Timer, deux fonctions qu'on utilise dans le code. Bien sûr, on définit la broche 25, la pin 25, comme une broche de sortie et on l'appelle LED. Et par la suite, dans le code, on utilise LED comme étiquette pour y référer. Et on va utiliser aussi la fonction timer qui, elle, nous permettra de gérer le clignotement de la LED avec une des minuteries internes matérielles du Raspberry Pi. Alors, pour exploiter justement une minuterie interne, le timer, je fais cette fonction d'initialisation ici qui est essentiellement 400 millisecondes comme temps, donc 2,5
Hz comme fréquence d'oscillation de la minuterie, donc 400 millisecondes. On va utiliser une fonction périodique, c'est-à-dire que la minuterie va toujours recommencer. Et ce n'est pas juste une fois, donc. Et à chaque 400 millisecondes, donc, cette fonction timer va appeler la petite fonction blink qui essentiellement change l'état de la LED à toutes les, donc 400 millisecondes, on bascule l'état de la LED. Alors, c'est la façon, je crois, une des façons les plus simples, là, en utilisant les minuteries, là, de gérer le clignotement de la LED. Et ce que je dois faire par la suite, c'est de sauvegarder cette fonction sur le Raspberry Pi Pico, et non pas sur l'ordinateur. Alors, notez bien que c'est bien important d'utiliser cette fonction pour transférer le code ici qu'on va appeler blink.py. Voilà, on le transfère sur le Raspberry Pi de cette façon. Et là, lorsqu'on est situé dans la fonction ici, blink.py, on peut l'exécuter tout simplement en appuyant ici. Et le code source que vous voyez à l'écran est exécuté à même le Raspberry Pi et on voit le résultat, la DEL qui clignote, ce qui nous confirme que tout semble fonctionner bien entre l'ordinateur et le Raspberry Pi. Donc maintenant, on va faire un code source un petit peu plus compliqué. Pourquoi pas faire fonctionner un affichage LCD? Alors, comme je possédais déjà un affichage LCD classique là, basé sur la puce HD 44780, un affichage de 16 caractères 2 lignes, assorti de ce petit module I2C à interface LCD, ce petit module qui est composé d'une puce, le PCF 8574. Essentiellement, c'est une interface parallèle à I2C. Alors, ça se trouve très facilement, ces petites plaquettes, là. On l'appelle ici LCD Backpack, là. Mais vous pouvez facilement trouver avec PCF 8574. Comme j'avais déjà cet ensemble, je me suis dit pourquoi pas essayer de trouver une librairie déjà existante sur le web. Et sans difficulté, j'en ai trouvé une. C'est Tyler Peppy qui la fournit sur GitHub. Il fournit les librairies de contrôle ainsi qu'un code source pour faire fonctionner en démonstration. Alors, j'ai simplement implémenté ces branchements. Ici, c'est une version légèrement modifiée de son dessin, je dois le dire, parce que moi, j'ai une interface 3,3 volts à 5 volts, légèrement différente de celui qu'il a utilisé. Donc, j'ai donc légèrement modifié son dessin, mais c'est lui qui est la source de ce dessin. Alors, j'ai implémenté exactement ceci, et sur GitHub, voici son emplacement. J'ai suivi ses instructions à la lettre, bien sûr. J'ai transféré les 3 fichiers qu'il fournit ici, en bien sûr les téléchargeant, et je les ai ouverts, ces 3 fichiers, dans Tony, légèrement modifiés par moi, mais très légèrement. Alors j'ai changé l'adresse I2C, ça ne semblait pas fonctionner avec l'adresse que lui fournissait, j'ai pris l'adresse I2C qui était déjà programmée sur ma petite plaquette là, de PCF 8574. Alors, ce que Tyler Peppy nous fournit, c'est du code source pour faire une démonstration de l'affichage. Il fournit entre autres sur l'affichage l'heure, la date, qui n'est pas initialisée, remarquez bien, là, mais quand même, il fait clignoter l'affichage, il fait afficher toutes sortes de caractères. Donc, c'est vraiment pour faire une démonstration des capacités d'affichage. Et son code source, oui, utilise différentes définitions, donc une classe d'objets avec toutes sortes de commandes qu'il a créées pour accéder directement à l'affichage LCD par une simple commande dans le code source. Et il a créé aussi un fichier API, donc d'interface, qu'il utilise dans son code source. Donc, je vous saute les détails, c'est trop complexe pour couvrir dans une vidéo d'introduction, mais en prenant son code source, en le transférant un fichier à la fois, de la même façon qu'on le faisait ici, en choisissant le Raspberry Pi Pico, on transfère les fichiers un à un. Remarquez que l'ancien, le Blink, est encore là. Alors, on les transfère un à la fois. Malheureusement, on ne peut pas transférer 3 fichiers d'un seul coup. Alors, un petit irritant ici. On transfère les 3 fichiers individuellement. Et lorsque ça c'est fait, on se positionne dans notre code source, non pas
les fonctions et l'API, mais bien sur le code source de plus haut niveau qu'il a créé. On se positionne ici et on appuie sur le bouton Run, bien sûr, pour exécuter ce code source à même le Raspberry. Et ce qu'on voit bien, c'est ce que vous avez à l'écran, l'exécution du code source. Toujours monitoré par Tony, il faut le dire. Si l'ordinateur tombe en veille, le code va s'arrêter. Donc, il faut comprendre qu'on est ici en synchro entre l'ordi et le Raspberry Pi. Il n'est donc pas totalement autonome tel quel. Il y a bien sûr moyen de faire rouler du code source autonome, ce que je vais vous montrer dans quelques instants. Mais ici, j'ai reproduit tout simplement ce que vous avez vu sur le dessin précédemment, donc le montage. Et voici le fameux petit adaptateur I2C à LCD. Une belle petite plaquette. On peut même éteindre le rétroéclairage et on peut ajuster le contraste sur le LCD. Alors, cette petite plaquette-là est nécessaire, bien sûr, si on veut parler en SPI. Sinon, il faudrait amener au moins 7 ou 8 signaux sur le microcontrôleur séparément. Alors, ça simplifie le branchement, bien sûr. Alors, son code source s'exécute. Alors, jusqu'à maintenant, on a roulé du code, un script Python, donc MicroPython, dans le Raspberry Pi Pico, mais par l'entremise de l'environnement de développement Tony. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire lorsqu'on a vérifié que tout fonctionne bien et on veut que le Raspberry Pi Pico soit totalement autonome? Donc, il démarre et qu'il roule le code, comme on s'attendrait d'un microcontrôleur sans être obligé d'être dans Tony. Alors, ce qu'on doit faire, simplement, c'est sauvegarder notre fichier principal, notre script principal, ici. On doit le sauvegarder sur, bien sûr, le Raspberry Pi Pico. On doit le sauvegarder avec un nom de main, donc principal en français, le main.py, main.py. Alors, lorsqu'on fait cela, le script main.py, donc évidemment le script qu'on avait initialement, va être exécuté et je vous le démontre tout de suite. À partir de ce moment-ci, si je déconnecte et je reconnecte le port USB, bien, on voit bien que le code source s'exécute dès la connexion. Donc, on n'a plus besoin de Tony pour faire rouler le code source. Il est autonome. Et un des gros atouts du RP2040, donc du Raspberry Pi Pico, c'est le fait qu'il y a 2 cœurs. Il est donc possible de rouler 2 tâches totalement indépendantes l'une de l'autre sur 2 cœurs sans qu'une tâche ne dérange l'autre. Alors, on fait cela de la façon suivante. On définit une deuxième tâche, un deuxième thread, qu'on dit en anglais, un fil, mais parlons de tâche ici. Cette tâche va simplement imprimer ici à l'écran toutes les secondes un message et fait basculer la LED. En plus, on aura lancé cette deuxième tâche avec la fonction thread Start New Thread. Donc, démarrer une nouvelle tâche. Et cette deuxième tâche, c'est la fonction qu'on a définie ici. Alors, ce qu'il y a présentement à l'écran, c'est les 2 tâches roulent en simultané. Et vous l'avez ici, notre tâche d'affichage qu'on avait précédemment, à laquelle j'ai ajouté une deuxième tâche qui fait clignoter la LED à toutes les secondes. Donc, changement d'état de la LED ici. Alors, les 2 tâches sont totalement indépendantes. Il y a moyen de les lier l'une à l'autre, attendre qu'une finisse avant d'exécuter l'autre. Il est possible de passer, bien sûr, à l'aide de variables, passer des valeurs d'une tâche à l'autre. Mais ça donne beaucoup de flexibilité quand on veut faire des tâches en temps réel. Ça ajoute beaucoup de possibilités. Il y a un petit détail qui doit être bien saisi. Lorsqu'on branche le Raspberry Pi Pico, en appuyant sur le bouton le Boot Select, donc on le fait apparaître comme un disque USB sur notre ordi. On ne verra pas les fichiers Python qu'on a transférés lors de l'utilisation de Tony. Donc, c'est 2 choses complètement différentes. Le MicroPython gère les fichiers à sa façon et ces fichiers ne sont pas visibles dans le disque formaté sur le Raspberry Pi Pico. Donc, il faut se rappeler de ceci. On ne fait pas que transférer des fichiers n'importe comment sur le disque Raspberry Pi Pico. Il faut utiliser Tony si on veut transférer du code Python à exécuter. Alors, côté consommation courant,
Le Pico se situe en quelque sorte au milieu de l'offre de plaquettes de microcontrôleurs. Lorsque je roule le test à 2 cœurs, là, que vous venez tout juste de voir, LED et affichage, mais ici je débranche l'affichage bien sûr pour ne pas tirer plus de courant, je mesure entre 35 et 40 mA de courant sur le 5 volts. Donc c'est pas mal, considérant la vitesse de l'horloge. Comme on peut contrôler sa cadence et même faire un gros overclocking apparemment, il est possible de mitiger cette consommation de courant. Évidemment, on peut aussi le faire passer en mode veille ou même en dormance. Là, on tombe à bien moins que 1 mA de courant. En passant, le micro Python a aussi été développé pour le ESP32 et le ESP8266. Donc, si le cœur vous en dit, pourquoi pas l'essayer? Moi, je n'ai pas encore utilisé le Python, le micro Python sur ces deux plateformes. Bon, en conclusion, le Raspberry Pi Pico, j'en ai un exemplaire ici, dans son petit contenant, ben, ce n'est pas la 8e merveille du monde, mais c'est une offre intéressante de microcontrôle, particulièrement si votre application ne nécessite pas de connectivité réseau élaborée ou du Bluetooth. Ces 2 cœurs, sa vitesse d'horloge très rapide, sa connectique USB opérationnelle d'entrée de jeu et son support du langage de programmation Python sont, à mon avis, ces points saillants. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous savez que je couvre des sujets autant récents, vous en avez un exemple aujourd'hui, qu'anciens ou vintage. Et si ce n'est pas déjà fait, j'apprécierais si vous pouviez me donner un pouce vers le haut si vous avez apprécié la vidéo. Merci de votre soutien continu et à la prochaine.